Bonjour. Dans la précédente vidéo, nous avions vu que l'ensemble des suites binaires était énorme, alors que l'ensemble des suites binaires programmables était petit. Plus précisément, ce que nous avions vu, c'est que l'ensemble des suites binaires avait la puissance du continu, c'est-à-dire le même nombre d'éléments que l'ensemble des nombres réels R, tandis que les suites binaires programmables étaient dénombrables, c'est-à-dire avait le même nombre d'éléments que l'ensemble n des nombres entiers naturels. Nous en avions déduit que l'ensemble des suites programmables était strictement inclus dans l'ensemble des suites binaires, et donc qu'il existait des suites binaires non programmables. Et nous en étions restés à la question de trouver une suite non programmable, exhiber une suite non programmable. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser encore une fois la construction diagonale de Cantor. Et je vous rappelle que ça signifie que si on arrive à énumérer toutes les suites constructibles, F0, F1, F2, toutes les suites constructibles seraient dans cette liste, eh bien on pourrait construire une suite T, qui est ici, en choisissant pour 0e élément de la suite T l'opposé du 0e élément de la suite 0, et pour nème élément de la suite Fn, l'opposé du nème élément de cette suite. Donc quand on a un 1 sur la diagonale, on met un 0 en bas. Quand on a un 0 sur la diagonale, on met un 1 en bas. De cette façon, cette suite T, on est sûr qu'elle n'apparaît pas dans la liste des suites qui sont ici. Et ça nous donne une suite qui serait non programmable si on arrive à énumérer toutes les suites programmables. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour énumérer toutes les suites programmables? Eh bien, on va voir ça tout de suite, ici. Pour énumérer tous les programmes qu'on peut faire en Python, eh bien, on peut considérer qu'un programme, en fait, c'est l'écriture d'un nombre en base 128 avec la table ASCII pour ensemble de chiffres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de raconter là? C'est que vous savez qu'en ASCII, par exemple, la lettre A minuscule correspond au nombre 97, écrit en écriture décimale, bien sûr. Le nombre grand A, A majuscule, la lettre A majuscule correspond au nombre 65, le caractère 0 correspond au nombre 48, le caractère passage à la ligne correspond au nombre 10, le caractère espace correspond au nombre 32, etc. Alors du coup, si on considère qu'en fait cet ensemble de caractères ASCII, c'est un ensemble de chiffres pour une écriture en base 128, eh bien on va voir que la chaîne de caractères A minuscule 0 A majuscule, ça va s'écrire comment? Eh bien on réutilise ce qu'on a déjà vu sur l'écriture hexadécimale par exemple, ça va être la valeur du chiffre A majuscule, c'est-à-dire 65, plus la valeur du chiffre 0, c'est-à-dire 48 fois la base, 128, plus la valeur du chiffre, du caractère A minuscule, c'est-à-dire 97, fois la base au carré, 128 au carré. Donc on trouverait ce qui est ici, 65 fois 1, plus 48 fois 128, plus 97 fois 128 au carré. Et bien sûr, s'il y avait encore d'autres caractères à gauche, eh bien cette écriture se poursuivrait et on aurait 128 au cube, 128 puissance 4, etc. Ici, si on regarde la valeur que ça nous donne, c'est 204 218 496, sauf erreur. Alors, réciproquement, quand on prend un nombre entier n, on peut lui associer une chaîne en faisant des divisions successives par 128, comme on le fait en hexadécimal par exemple. Donc voyons un petit peu ce que ça nous donne d'un point de vue des programmes. Donc ici, on a une fonction string to number qui prend un mot, une chaîne de caractères, et qui va lui donner le nombre qui lui correspond si on considère que cette chaîne de caractères, c'est l'écriture d'un nombre en base 128. Donc ici, vous voyez, on utilise la fonction ord d'un caractère qui nous donne le nombre auquel il est associé dans la table ASCII. Et on le multiplie par 128 à la puissance position de ce nombre. De la même façon, on a une fonction number to string qui prend un nombre et qui lui associe une chaîne
en faisant les divisions successives par 128. Alors voyons un petit peu ce que ça nous donne. Si je prends par exemple la fonction, la chaîne de caractères x qui est la fonction qui vérifie si un nombre n est premier ou pas, donc on avait déjà vu ça dans une vidéo précédente, eh bien on va regarder ce que c'est que le nombre qui lui est associé. Hop, c'est parti, on trouve ce nombre-là, qui est un nombre absolument gigantesque, mais qui existe. Et donc ce nombre, c'est celui qui correspond à cette chaîne de caractères ici. Si on prend y, eh bien on va trouver autre chose, donc je vais le faire ici, on va mettre y, c'est une plus petite chaîne de caractères, donc on doit trouver un plus petit nombre, allons-y, c'est beaucoup plus petit en effet. Ensuite, on regarde ici cette fonction, cette boucle for ici, on va regarder pour tous les mots qui sont soit x, soit y, soit z, d'abord x puis y puis z plutôt, ce que nous donne la transformation du mot en un nombre, puis du nombre en un mot. Et la question c'est, est-ce qu'on retombe sur le mot de départ? Eh bien, normalement, la réponse devrait être oui. Essayons pour voir. Et on voit que oui, les 3 fois, on a obtenu une égalité entre le mot transformé en nombre puis en mot et le mot de départ. Donc, on est rassuré. Cette fonction-là, elle va bien prendre n'importe quelle... cette façon d'écrire les nombres de 0 jusqu'à l'infini, elle va bien énumérer toutes les chaînes de caractères qui existent. Bon, ça, c'est pas la peine de le faire. Ça donne juste les 1000 premiers et on voit qu'on va apparaître des chaînes de 1 et de 2 caractères. Voilà, donc on va poursuivre ici et regarder cette énumération de tous les programmes. Donc 0 va donner un caractère qui n'est pas un caractère usuel, 1 non plus. Par contre, comme on l'a vu tout à l'heure, 204 218 496 va nous donner la chaîne de caractères A0, A majuscule. Si on prend un nombre un peu plus grand ici, on va trouver le nom du groupe de musique Led Zeppelin. Si on prend un nombre encore plus grand ici, comme on l'a vu juste avant, on trouve la fonction qui à n associe 1, quel que soit n. Voilà, donc de cette façon-là, si on va de 0 jusqu'à l'infini, on va voir défiler toutes les chaînes de caractères et en particulier tous les programmes qui définissent une fonction f d'un paramètre n. Bien. Une fois qu'on a énuméré toutes ces chaînes de caractères, il s'agit de leur associer une suite. Donc cette suite, on va l'appeler S indice W, et il s'agit donc de dire qu'à un mot W, on va associer une suite W, SW, une suite qu'on va définir, pour laquelle il faut définir la valeur de SW de n. Comme c'est une suite binaire, il faudra que ça donne 0 ou 1, quel que soit le mot qu'on a pris au départ, et pour tout n. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien on va suivre la stratégie qui est ici, on va prendre un mot W, on va vérifier que ce mot a un sens dans le langage Python, donc on va compiler W, et Python va nous dire si pour lui ça a du sens ou pas ce qui est écrit ici. Donc si on prend une chaîne de caractères au hasard, il va dire non, ça n'a pas de sens, ça va renvoyer une erreur, et dans ce cas-là, on va dire si on obtient une erreur quand on compile W, eh bien on va dire que SW de n, quel que soit n, ce sera 0. Par contre, si maintenant, quand on compile W, on n'obtient pas d'erreur, on va évaluer cette fonction qu'on a obtenue, ce programme qu'on a obtenu, en n. Il y aura deux possibilités, soit ça va retourner 1 et on va dire que SW de n vaut 1, soit, si ce n'est pas le cas, on dira que SW de n vaut 0. Et on pourra finalement construire notre suite T de l'argument diagonal par la formule T de n, ce sera quoi? Ce sera 1 moins SW de n. De cette façon-là, on sera certain que T de n sera différent de la valeur de la nème suite, ici, qu'on aura obtenue, et donc que la fonction T, la suite T, pardon, ne sera aucune des suites SW. Alors, est-ce qu'on peut faire ça en programmant? Voyons. Ici,
on reprend exactement le même schéma. Donc on est un petit peu malin ici, on a rajouté un addendum, donc quelque chose qu'on va rajouter au bout du mot. Qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute que si, quand on a regardé le programme qui est donné par le mot, si à ce moment-là, quand on calcule f de n, ça donne 1, alors on passe, on ne fait rien. Sinon, on envoie une erreur. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous allez voir tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire quand on veut obtenir la valeur de la suite associée au mot en n? D'abord, comme on a dit, on compile. On compile quoi? Word plus addendum de n. Donc, on compile le mot, qui est ici, en espérant que ça définit une fonction f de n. Si ce n'est pas le cas, ça donnera une erreur quand on va faire ça. Et ensuite, si ça a bien défini une fonction f de n, eh bien on va dire que si f de n vaut 1, on passe, donc il n'y a pas d'erreur en particulier, et sinon, si ça ne renvoie pas 1, eh bien on renvoie une erreur. Comme on a mis un try avant, dès qu'on va obtenir une erreur, on va passer à l'exception, et donc on va retourner 0. S'il n'y a pas eu d'erreur, donc si on a passé ici, ça veut dire que f de n valait 1, si on n'a pas eu d'erreur ici, on va d'abord calculer ce que ça nous donne. Donc on va exécuter le programme. Pour l'instant, compiler, c'était juste regarder s'il y avait des erreurs syntaxiques dedans. Maintenant, on le calcule. Et si, quand on le calcule, on n'a pas d'erreur, c'est-à-dire si à cet endroit-là en particulier on a passé, on va dire dans ce cas-là que la fonction f qui avait été définie renvoyait 1, donc on renvoie 1. Sinon, on renvoie 0. De cette façon-là, si on a pris une suite f, si le mot définit une suite binaire via la fonction f, donc ça veut dire que on aura exactement les bonnes valeurs, puisque si f de n valait 1, eh bien on a retourné 1, et si f de n valait 0, on a retourné 0. Donc vérifions ça par exemple avec la suite, alors je vais déjà commenter ce qui est ici pour plus que ça ne vienne interférer. Hop, on va mettre ça ici aussi, et là. Et maintenant on va regarder ce que ça nous donne pour la suite et la fonction x qu'on avait définie tout à l'heure, c'est-à-dire, je vous rappelle, la fonction qui vérifie si n est premier ou pas, et on va regarder ce que ça nous donne sur les 20 premières valeurs, et on obtient 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, qui sont bien les valeurs de f dans ce cas-là, puisque 0 n'est pas premier, 1 n'est pas premier, 2 est premier, 3 est premier, 4 n'est pas premier, 5 est premier, 6 n'est pas premier, 7 est premier, etc. Et le dernier, 19, est premier. Donc ça a l'air de bien marcher. Quand on lui donne une chaîne de caractères qui définit une suite binaire via une fonction f, eh bien ça nous donne bien les valeurs de f. Et si on lui donne n'importe quel mot pris au hasard, donc ici par exemple j'ai pris un mot pris au hasard qui n'a aucun sens, et Python ne reconnaît pas ça comme un programme valable, donc normalement on devrait obtenir 0. Et bien voilà, on obtient 0. La valeur en 5 de ce programme, c'est 0. Via ce qu'on a dit avant. Donc on a réussi à faire ça. Et du coup, on a facilement aussi notre suite non programmable, que j'ai appelée ici uncomputable, de n, qui est 1 moins la valeur qu'on obtient en faisant ça. Et donc on est content parce que on a réussi à construire notre suite non programmable. Donc ici, il y a quelques exemples qu'on va regarder maintenant. Qu'est-ce qu'on obtient quand on prend x? Hop, on obtient... Alors... Ah oui, pardon, je ne me souvenais plus que j'avais ça. Donc ici, quand on prend x, le nombre qui lui est associé, vous voyez, c'est cet énorme nombre-là qu'on a déjà vu avant, il se termine par un 2, donc il n'est pas premier. Donc quand on calcule la fonction f associée à ce x sur ce nombre, elle doit répondre faux, donc 0, et puisqu'on prend 1 moins cette valeur, on obtient 1, c'est bien ce qui est là. Donc ça c'est bon. Pour la fonction y, je vous rappelle que c'était celle qui rendait toujours 1, qui renvoyait
systématiquement 1. Eh bien, la valeur qu'on va obtenir, ça va être 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Et pour la fonction z, pardon, le mot z qui définissait la fonction qui renvoie systématiquement 0, eh bien on va obtenir 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Donc ici, on a bien construit notre suite T, la suite non calculable. Alors ça, c'est un problème, parce qu'on vient de dire qu'on a fait un programme qui permet de programmer une suite qui est non programmable. Donc c'était pas l'idée de départ quand même. Donc ça veut dire que quelque part, on a fait une erreur, et il faut essayer de trouver où. Et quand on regarde notre stratégie, en fait, il y a un endroit où on a triché. Quand on prend notre mot W, il définit peut-être un programme correct. Dans ce cas-là, on l'évalue en n, et on a dit peut-être que ça va retourner 1. Et en maths, on a droit au principe du tiers exclu, soit ça retourne 1, soit non, ça ne retourne pas 1. Et dans ce cas-là, on a dit ça retourne, on va dire que notre fonction à nous, elle va retourner 0. Mais quand on utilise Python, on n'a pas vraiment le droit à ça, on n'a pas le principe du tiers exclu. On est obligé de calculer, donc on va obtenir soit une erreur si, par exemple, à un moment on a une division par 0, soit quand on évalue en n, on obtient un résultat qui n'est pas 1, soit, ça peut arriver, le programme ne s'arrête pas. Je vais vous montrer un exemple ici. Si on prend la fonction, la chaîne de caractères t qui est ici, elle définit une fonction de n, et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? While true, donc toujours, elle passe, elle passe, elle passe, elle passe, elle passe, elle tourne en rond comme ça, elle passe, elle passe, elle passe, elle passe, elle passe. Il y a bien écrit retourne n en bas, mais elle ne va jamais retourner quoi que ce soit, puisqu'elle ne fait que tourner en rond ici, passer, 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 passer. Donc en particulier, si ici, j'essaye de calculer uncomputable du nombre qui correspond à cette chaîne de caractères, je vais le faire, et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens rien. Vous voyez, ça ne s'arrête pas. Ici, il n'y a pas le done, c'est pas fini, le calcul n'est pas terminé, ça tourne en rond. Donc, je vais arrêter le calcul.